analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Avec le même plaisir et le même engagement, nous vous retrouvons dans Sport Plus de tous les mercredis sur votre radio. Vous êtes sur Radio Djena. On évoque l'actualité du football national avec bien sûr le début enfin de la D1 féminine de football, le sacre des guerriers de Tchaoudjo au championnat de deuxième division. On parle également de cette nécessité, c'est une question en tout cas, de remue-ménage dans les sélections nationales. Et puis, le grand sujet, que devient le projet de professionnalisation du football togolais? On en parle là, comme souvent avec des invités confrères. Pour l'instant, nous sommes avec Grégoire Kokou-Attignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Je suis justement Latif Yorouma. On parle d'abord du CHAN 2025, sinon 2024, qui se joue en 2025. Et pour l'instant, justement, on va dire qu'il n'y a pas encore de grandes surprises, même si, oui, on a vu le Nigeria perdre son tout premier match. Oui, le Nigeria a perdu devant qui? Le Nigeria a perdu devant le tenant du titre, le Sénégal. Et il faut dire que ça a été un match beaucoup plus physique hier entre les deux formations, surtout en première période où il y avait quand même de l'engagement donc, dans cette rencontre, c'est vrai, parce que oui, le Nigeria a été absent lors des de ces récentes compétitions parce que le Nigeria n'était plus qualifié, mais cette fois-ci le Nigeria revient donc, dans cette compétition et donc le Nigeria voudrait quand même bien démarrer cette compétition, mais c'était face au tenant du titre, le Sénégal, et justement le tenant du titre aussi ne voudrait pas chercher à rater son entrée dans cette compétition et donc c'était dans les derniers instants, à un quart d'heure de la fin, que finalement le Sénégal a trouvé donc la faille dans cette défense avec une sortie hasardeuse du portier nigérien qui a profité justement au Lion. Et je crois que c'est quand même bien parce que, vous savez, pour cette compétition, c'est vrai que le Sénégal est tenant du titre, mais le Sénégal n'est pas aussi grand favori en tant que tel, même s'ils détiennent le trophée. Et donc, ça, je crois que c'est quand même une belle victoire pour permettre justement à cette équipe de bien entrer dans cette compétition. Il faut dire aussi, il faut parler de ces pays organisateurs parce qu'ils sont trois. Il y a la Tanzanie, l'Ouganda et puis le Kenya. De ces trois équipes, c'est la Tanzanie qui a quand même bien démarré la compétition avec cette victoire devant le Burkina. Oui, un match inaugural devant le Burkina Faso, 2-0. Les Taifa Stars ont quand même profité justement parce qu'évoluant donc à domicile. Vous savez, le Burkina Faso au niveau donc du CHAN, ce n'est pas une grande nation parce que le Burkina, je crois, était à sa cinquième ou quatrième participation pour le Burkina Faso, où ils ont terminé, je crois, une fois troisième et deux fois dernier donc de poule, ce qui veut dire que c'est un peu difficile pour les étalons du Burkina Faso dans cette compétition. Oui, et il va falloir que le Burkina se réveille parce que le Burkina joue son deuxième match cet après-midi face donc à Centrafrique qui pour une première fois participe à cette compétition, qui va d'ailleurs disputer son premier match. Vous savez que dans cette poule, elles sont 5 équipes. Et donc, il y a quand même Centrafrique qui n'a pas encore joué, qui va démarrer donc, sa compétition aujourd'hui. Il faut noter aussi la très belle opération de l'Algérie, finaliste finaliste de la dernière édition. Et voilà, l'Algérie était face à l'un des pays hôtes, l'Ouganda, mais les Crans n'ont pas su saisir l'opportunité. Ils ont plutôt perdu lourdement. C'est le plus lourd score d'ailleurs de cette première journée. 3-0. C'est un peu compliqué pour les Ougandais qui évoluent quand même à domicile. Le Maroc aussi a bien démarré dans cette compétition. Je crois que c'est bien pour les Marocains. Ce sont là les équipes là qui sont très attendues quand même dans cette compétition. On a vu également un intéressant Congo-Soudan hier, soldé par un match nul, 1 but partout. Les Soudanais menaient à la pause. À la reprise, on a vu quand même une équipe congolaise très, très, très déterminée. Il faut voir dans quelles conditions le Congo a préparé sa participation parce que bien avant, le Congo était disqualifié
par la Confédération africaine de football. Mais le Congo a fait appel, puisque c'était la Guinée équatoriale qui était qualifiée. Mais le Congo a fait appel et dans pratiquement 3 semaines de la compétition, le Congo a été rétabli donc, dans ses droits. Vous voyez que ça devait être un peu compliqué dans les préparatifs, mais c'est une équipe qui a beaucoup plus essayé de faire quelque chose. Cette équipe pouvait même repartir avec la victoire si le deuxième but n'était pas refusé pour une faute de main de l'attaquant congolais. Donc, dans l'ensemble, je crois que c'est quand même bien parti. Ça a bien démarré. Quand on prend la première journée dans chaque poule, ça a quand même bien démarré pour toutes les équipes. Maintenant, c'est la première journée. On va voir la suite parce que là, ces équipes-là qui sont attendues, qui ont connu des faux pas à l'entrée, le Nigeria va essayer de se ressaisir parce que le Nigeria joue son second match face au Soudan et donc il va falloir faire très très attention. Le Burkina Faso, je l'ai dit, est très attendu. La Tanzanie, pourquoi pas, va chercher à gagner aujourd'hui pour espérer faire un pas vers le tour suivant. Et donc, pour le moment, c'est quand même bien ce championnat d'Afrique des Nations, cette compétition réservée donc aux joueurs qui évoluent dans les championnats locaux. Le Sénégal, vous l'avez dit, n'a pas un championnat de référence sur le continent, mais le Sénégal est tenant du titre. Vous avez évoqué le Burkina Faso qui n'a pas toutes ses énergies forcément à ce CHAN parce que le Burkina était en fête, parce que le stade... Est-ce que c'est ça qui... Oui, mais Grégoire, oui. Pratiquement tous les regards étaient tournés vers Ouaga. Tous les citoyens, oui. Tous les hommes du pays intègres, oui. C'était une fête. La réouverture, oui, mais, en tout cas du stade du 4 août. Oui, voilà. C'est vrai, je peux dire que les Burkinabés ne sont pas orphelins au CHAN parce que tout le monde est resté au pays. Oui, c'est vrai, les Burkinabés étaient imprégnés dans l'organisation de la fête de l'indépendance qui était célébrée le 5 août. Il y a également la cérémonie de la réouverture du stade du 4 août, voilà. Le 4 août, mais le Sénégal, plutôt le Burkina a joué le samedi. Bien sûr. Le Burkina a joué le samedi, donc je ne crois pas... Ils ont joué le 3. Oui. Mais ils ont joué le 2. Le Burkina a joué le 3. Le Burkina a joué le match d'ouverture le samedi. Le samedi, oui. Voilà. Le samedi, c'était le 2. Le 2, voilà. Donc, ils ont joué le samedi. Je ne crois pas qu'ils soient totalement... Ça n'excuse pas leur défaite. Oui, ça n'excuse pas leur défaite, d'autant plus que quand on prend les derniers résultats par rapport justement à cette compétition, c'est dit le Burkina n'a jamais franchi le premier tour. Et donc, je me dis que le Burkina n'est qu'à son stade habituel. Maintenant, oui, il faut essayer de travailler encore beaucoup plus. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure du Sénégal qui n'a pas un championnat de référence, de même que le Burkina n'a pas un championnat de référence. C'est un peu là les difficultés. J'ai oublié de parler du Niger qui a perdu son premier match. Qui a perdu son premier match face à la Guinée. Face à la Guinée, c'était lundi, alors que le Niger aussi faisait quand même partie de ces équipes-là qui ont essayé de bousculer un tout petit peu dans cette compétition lors des précédentes éditions. Maintenant, oui, le Niger a perdu. On va voir ce que ça va donner. On verra bien. Mais tout compte fait, c'est les premiers matchs. C'est la première journée. Ça a pris fin hier dans les poules. La deuxième journée démarre aujourd'hui. On va voir la suite, ce que ça va donner. Voilà ce qui se passe au CHAN. Le Togo est bien absent. Voilà, le Togo éliminé au dernier tour par le Niger, battu à son tour à l'entame de cette compétition par le Sili national de Guinée. Le Sili national qui a du mal à s'offrir un nouveau sélectionneur. Oui, ben, vous tendez bien la pêche. La Guinée, je ne comprends pas. Vous savez que tout récemment, c'est l'État, c'est le gouvernement qui a refusé de permettre à l'équipe nationale de disputer les matchs des journées FIFA. Ils ont parlé de gâchis. Voilà, du gâchis, parce que l'équipe n'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et ils vont se préparer pourquoi ? Et que même pour les éliminatoires du mondial, la Guinée occupe l'avant-dernière place. Et donc, il se dit que c'est déjà terminé. D'ailleurs, Michel Dussieu, qui était le sélectionneur, a été écarté. Et il n'est plus là. On a fait appel à candidature pour un nouveau sélectionneur. Il y a eu plusieurs candidatures, mais le favori de tous ces candidats, c'est l'ancien sélectionneur des éperviers du Togo, Paolo Duarte. Mais voilà que depuis là, la fédération aussi a du mal à choisir, à annoncer justement la nouvelle. Vous savez qu'au niveau de la fédération, il y a eu beaucoup de problèmes. L'ancien président de la fédération, Bouba Sampil,
a été débarqué, il a été remplacé par Sori Doumbouya, mais Doumbouya aussi ne fait pas l'unanimité, même au sein du comité exécutif, il ne fait pas l'unanimité, et encore au-delà, au niveau donc des acteurs, il ne fait pas l'unanimité parce que, paraît-il, qu'il fait aussi cavalier seul. Il prend les décisions seul, il décide seul donc de la vie. Je me dis que ce n'est pas véritablement ça. Quand on est président de fédération, ce n'est pas ça. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui vas sortir les sous pour les activités à venir. Et quand on va parler d'un sélectionneur, ce n'est pas le président de fédération qui va payer le sélectionneur. Et donc, c'est tout un ensemble. Il faut travailler en synergie et avec les autres membres du comité et également avec le ministère des Sports. On a vu un tout petit peu ce qui s'est passé au Tchad, où c'est un comité qui a été mis en place pour l'appel à candidature, qui a étudié justement les dossiers avant mais finalement le choix de sélectionneur. Mais je crois qu'ici, chacun veut... je ne sais pas si on gagne quelque chose. Ça vous étonne? Vous avez dit que ça vous étonne? Ça étonne. Est-ce que c'est la première fois que vous vivez cela? Non, bon, en fait, ce n'est pas la première fois. Mais je me dis qu'à l'heure où nous sommes... Vous l'avez vécu au Togo? Oui, oui. Donc la Guinée ne fait pas... Oui, mais à l'heure où nous sommes, il faut éviter ces problèmes-là. Il faut éviter ce genre de situation. Quand il y a candidature, appel à candidature, je ne crois pas, parce que quand on dit que le président, lui, il se penche beaucoup plus sur Eric Schell, alors que Eric Schell est déjà sélectionné. Eric Schell est au Nigeria. Au Nigeria. Vous voyez un tout petit peu ce qui se passe. Est-ce que Eric Schell aussi a fait acte de candidature? C'est ce que je cherche à savoir. Eric Schell, je ne crois pas qu'il a fait acte de candidature. D'autres parlent de Hubert Velud. Et l'information que j'ai eue ce matin, c'est que il y a les éliminatoires du mondial qui arrivent en septembre, 1er, 2 ou 3 septembre. Et là, on est en train de faire encore appel à Michel Dussuet de venir coacher l'équipe pour ces 2 matchs des éliminatoires du mondial. Vous voyez un peu, c'est véritable, ça cafouille un tout petit peu. Ça fait que le ministère restait à l'écart. Regardez donc la fédération faire. Je crois qu'il va falloir qu'arriver un moment, c'est vrai, on va parler de l'ingérence. Mais attends, quand c'est moi qui paye, quand c'est moi qui sors, il faut que l'État aussi tape du poing sur la table. Il faut que l'État réagisse. Attends, ce n'est pas la fédération qui viendra sortir de l'argent pour payer le sélectionneur. Et quand c'est l'État qui doit, puisque en principe, c'est l'État qui recrute. C'est l'État qui recrute. L'État recrute parce que... C'est l'État qui recrute, mais ce n'est pas l'État qui choisit. Oui, l'État ne choisit pas. Jusque-là, le président de fédération n'est pas encore en faute. Oui, mais attends, mais quand ça dit que quand même au sein du comité, on ne s'entend pas sur un nom, mais il faut que aussi l'État donne son avis. Donne son avis. Oui, par rapport à ce problème-là. C'est important de souligner cela. Voilà, ça suppose que le Mali, la Guinée n'est pas un cas particulier. Le Togo n'était pas aussi un cas particulier. C'est des situations qu'on vit tous les jours. Voilà. Oui. Parce que quand vous faisiez le développement, vous regardez et dites, mais Grégoire, vous n'avez pas vécu ça au Togo quand il s'agit justement de choisir Nibombe Daré, ce qui se passe en Guinée, oui. Mais on l'a vécu au Togo ici, non, Edwige? Bien évidemment. On va se passer du bonjour. Bien évidemment, le choix de Daré, je pense que c'est le ministère qui a porté... Non, c'est la fédération qui a porté le choix de Nibombe Daré. Le ministère n'était pas vraiment pour. Et finalement, on a vu ce qui s'est passé. Et Daré, même avec les résultats non convaincants, fait qu'à un moment donné, le ministère même dit, OK, voilà, vous avez décidé de prendre Daré, faites avec. On avance avec. Mais le ministère, son chouchou, c'est Kader Koubadia qui a été... on va dire c'est le choix principal du ministère. Mais je dis à un moment donné, la fédération voit le profil avant de choisir. Donc normalement, il revient aux fédérations de proposer le profil de l'entraîneur qu'ils souhaiteraient avoir pour leur sélection, puisqu'il y a plusieurs sélections. Et après, ce profil doit être validé. C'est maintenant validé par l'État par rapport au budget. Parce que c'est l'État qui paye, donc la fédération choisit, le ministère dit OK, c'est bon le profil, mais par rapport au budget, est-ce que ça rentre dans nos cordes? Si ça ne rentre pas, à ce moment, le ministère dit on ne peut pas payer ce montant à l'entraîneur. Est-ce qu'il est possible de renégocier le contrat de l'entraîneur? Si l'entraîneur n'accepte pas, dans ce cas, on demande à la fédération de trouver une nouvelle personne. Voilà. Et non, on dit non, laissez tomber, nous-mêmes, on va trouver. On a vu le cas de la pelouse de Ngoche au Togo, hein, Ah oui, parce que oui. l'État
a sorti l'argent. Mais la fédération n'était pas impliquée. Et l'État a voulu lui-même être maître de projet, maître de quoi maître d'ouvrage. Et finalement, on a vu le gazon qu'on a amené. Le gazon, c'est les gazons que nous on met à la maison. C'est le gazon de mariage, apparemment. Oui, en fait, c'est le gazon synthétique qu'on achète maintenant à quelques mètres. Tu mets à la maison. Pour les mariages. Non, mais à la maison aussi. Oui, c'est à la maison pour les mariages, non? Non, mais je crois que ce qui se passe un peu, c'est pourquoi il faut toujours aller à l'école des grandes nations du football. Vous voyez un peu la situation en Guinée où on remplace le président de fédération parce que oui, le président, il y a certains qui n'aiment plus le président. On a tout fait pour écarter le président. Celui qui est venu, c'est la même chose. Vous voyez un peu au Mali ce qui se passe, où le président est même emprisonné, mais là, c'est là où il y a un peu il faut dire aussi que c'est des pays aussi c'est là où il y a un non stables. Oui, c'est là où il y a un peu la surprise parce que là où c'est l'État qui a fait emprisonner donc le président de fédération, ce n'est pas pour au niveau donc du football, mais le comité exécutif est resté fidèle à ce président-là. Même en prison, on l'a encore voté à l'Assemblée générale. On l'a vu au Cameroun. Oui, il y a Mohamed. Voilà. Plusieurs fois réélu en prison. Voilà. Bon, l'État était obligé On aura pratiquement fait le tour par rapport à ce sujet-là. La D1 féminine, ce n'est plus histoire de Saint-Thomas. Revenez à vos noms. Voilà. Personne n'est plus Thomas. Ça a commencé. Oui, ça a commencé avec, moi je vais dire, un problème de visibilité. Parce qu'aujourd'hui, le football féminin a ce problème. Même d'une manière générale, les sports féminins ont ce problème de visibilité. On a vu le championnat de première division se jouer jusqu'à la fin. On a vu la communication qu'il y a eu autour de ce championnat. Malheureusement, le championnat féminin de première division a démarré, mais on n'a pas une grande visibilité autour. Et je pense que cette visibilité doit être insufflée par la Fédération togolaise de football, qui normalement doit mettre en place une stratégie de com, ce qui va pousser même les médias aussi à s'impliquer davantage dans la vulgarisation, dans la diffusion des différents moyens du championnat féminin. Mais déjà, c'est une bonne chose que les matchs aient pu démarrer. Est-ce que c'est un mépris par rapport au sport féminin? Le championnat a été lancé à Ngoche. Voilà, comme elle l'a dit, il n'y a pas eu véritablement de communication autour. Et puis, la programmation des matchs noyée par le championnat de 3e division masculin, le championnat masculin. Oui, Latif, tout à l'heure, vous avez parlé de la D1 féminine. C'est ce qui est écrit. Je vais réitérer ce que moi j'ai dit parce que... Mais ce n'est pas vous qui organisez. Oui, ce n'est pas moi qui... L'organisateur parle de D1. Oui, mais quand on parle de D1, c'est qu'il y a D2. Mais on respecte quand même vos analyses. Oui, il y a D2, il y a D3, il y a D4 quelque part. Quand on prend le championnat chez les hommes, la première division est organisée, la deuxième division est organisée. On est en train d'organiser la 3e division. Mais ça fait des siècles. Et même si ça ne fait pas des siècles, ça fait des années. Est-ce que vous avez une fois joué le championnat de 2e division au Togo? Féminin. Attends, j'en viens. Non, comme vous dites que ça fait des siècles, c'est comme ça a été joué entre temps. Je dis, non, je n'ai pas encore fini ma phrase. Ça fait des années que le championnat de première division se joue. Et à chaque fois, c'est les mêmes clubs qui jouent la première division. À la fin de la saison, on nous dit qu'il y aura relégation, mais il n'y a jamais de relégation. Donc, le mieux, c'est de garder le nom championnat féminin que de dire championnat féminin de première division. Parce que les centres là, ou bien les équipes là qui doivent jouer la 2e division, ce sont ces équipes-là qu'on a choisi pour le tournoi des U17 féminins qu'organise la fédération sur son terrain à Kégué là-bas. Donc, il n'y a pas de championnat de 2e division, mais plutôt qu'on parle de championnat féminin. On parle de championnat féminin. C'est mieux, c'est mieux et c'est simple comme ça. Avant que vous ne répondiez à ma question, voilà. Je dis championnat féminin. Championnat féminin. Maintenant, quant à ce qui concerne la visibilité autour de cette compétition, mais c'est la manière dont on organise cette compétition-là. C'est la manière dont on l'organise. Attends, la saison dernière, c'était dit qu'à la fin, les 3 premiers de chaque zone vont se retrouver pour un mini-championnat, pour les playoffs. Mais par après, c'est un mini-championnat en aller simple, joué à Lomé.
qui a été finalement organisé avec le Sacre d'Asco de Kara. Je crois que c'est 3 matchs que chaque équipe a joué. Et finalement, Asco a pris la première place. Et Asco va représenter le Togo au tournoi UFOA B, donc des éliminatoires de la Ligue des Champions. Donc, c'est à l'image de l'organisation, de ce qu'on veut faire de ce football féminin. C'est pourquoi c'est ainsi. On a décidé de lancer la saison pour ce qui concerne les dames à Noche. Moi, je ne sais pas ce que ça coûte à la fédération de faire déplacer la presse. Oui, on sait qu'il y a la communication au niveau de la fédération qui fait son travail. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? La dernière fois, j'ai écouté le président de la fédération qui remerciait même les médias par rapport à la couverture du championnat de 2e division. Il dit, mais la couverture du championnat de 2e division, je ne sais pas si la fédération a soutenu les médias. C'est pourquoi on vous remercie. Si vous ont soutenu, ils ne sont pas obligés de vous remercier. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas soutenu qu'ils remercient donc les médias d'avoir quand même couvrir cette compétition-là. Donc moi je dis oui, c'est vrai qu'il y a également la communication qui doit faire son travail, mais à certaines activités, il faut forcément... La fédération vous attend aussi pour aller couvrir le championnat féminin. Et après, on va vous dire merci aussi. Non, moi je me dis, les médias doivent normalement décider de faire une visibilité d'une compétition parce que c'est leur matière. Maintenant, il faut que la compétition attire. Parce que moi, je ne peux pas, par exemple, décider... Vous vous souvenez que Radio Dina faisait la diffusion du championnat féminin? Je me rappelle bien. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que nous offrons aux partenaires? Quelle est la matière que nous donnons aux partenaires? Le championnat féminin est organisé. Il a parlé des problèmes de cette organisation du championnat féminin. Il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de duel. C'est un statu quo qui se fait. Maintenant, qu'est-ce que nous vendons? Vendez ces problèmes-là. Mais on ne peut pas vendre les problèmes. Vous voyez, on ne peut pas vendre les problèmes. Donc si à un moment donné, on veut vraiment que le football féminin change et à un autre niveau, il faut qu'on revoie également l'organisation autour de ce football féminin. Parce qu'il faut que cela attire. Vous allez au terrain pour suivre un match de football féminin, il n'y a pas le monde. Alors qu'aujourd'hui, contrairement quand vous avez les matchs les tournois qui sont organisés, les quartiers, vous vous rendez compte que quand vous allez, il y a assez de monde pour suivre les jeunes filles sur le terrain. Mais pourquoi le championnat organisé par la fédération n'attire pas le monde? Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors que les entrées sont gratuites, non? Les entrées sont libres et gratuites. Maintenant, d'abord, les gens ne savent pas que ça se joue. D'abord, les gens ne savent pas. C'est le premier problème. Oui, c'est le premier problème. Les gens ne savent pas que le championnat se joue. On se dit que c'est noyé. C'est noyé. Alors que, comme on fait la visibilité, on veut faire la visibilité autour du football féminin, il faut sortir cet aspect-là, il faut ressortir cela, c'est-à-dire ressortir le championnat féminin dans ce que la fédération fait. Ce qui fait qu'il faut réadapter la communication aussi pour amener les gens à aller vers les terrains pour suivre les matchs de football féminin. Et quand il y a cette attraction, je ne vois pas quel média va dire il y a de l'attraction autour du football féminin, je ne vais pas couvrir. Quand il y a de l'attraction, vous allez couvrir et vous pouvez aller attirer les partenaires pour vous en tant que média, pour pouvoir supporter les frais que vous engagez par rapport à la diffusion des différents mois du championnat féminin. Vous voyez, c'est un cercle. Mais si ça ne se fait pas, je suis désolée, les médias vont dire, je ne vais pas prendre mon argent pour diffuser les matchs du championnat féminin. À moins que la fédération me dit, voilà, faites-le. Pardon, venez faire. Mais je ne peux pas faire ça. Apparemment, elle n'a plus d'argent pour ça aussi. Malheureusement. Mais il faut à un moment donné revoir. Sinon, le football féminin est intéressant. Quand vous allez sur le terrain, c'est bien. Mais il faut de l'attraction. Ou c'est l'argent pour les dames qui n'en a pas. Mais bizarrement, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que la CAF et la FIFA... À chaque fois, quand on écoute la CAF ou la FIFA, il y a des lignes... Les fonds qui sont alloués aux fédérations, c'est justement pour ce football féminin et c'est pour le football des jeunes. Malheureusement, on constate que véritablement, c'est un peu le problème. Ce sont ces catégories-là qui sont beaucoup plus lésées dans notre championnat. Par exemple, on a un tournoi d'1 million. On n'est pas capable de sortir 100 000 sur les 1 million
pour communiquer autour de 1 million. On n'est pas capable de sortir 100 000, 10% en fait. 100 000 pour valoriser 1 million. Et ça, c'est pas ça en réalité. Voilà un peu la situation. Et quand on parle de l'organisation même de cette compétition, j'ai l'impression que non, il faut organiser le championnat. Non, oui, allez-y. Donc c'est un remplissage. Finalement, c'est ce qu'on constate. Parce qu'à l'heure, au moment où se joue ce championnat, vous allez voir que bientôt Asco va partir. Parce qu'il y a le tout préliminaire de la Ligue des Champions, je crois, à Côte d'Ivoire. Et Asco va partir. Il y aura encore ces matchs-là qui seront joués après. C'est un peu comme la saison dernière. C'est un peu comme la saison dernière. Asco reviendra jouer 4 matchs en retard. Voilà. Donc, et à la fin, toujours à l'écoute de Radio Djena dans Sport Plus, Edwidji Wadi à Pédo, Grégoire Kokou, à Tignon, Semassi a confirmé, c'est la zone nord finalement qui, on l'a dit en début de championnat, c'est la zone qui était beaucoup plus corsée. La zone nord conserve. Ça se la zone nord conserve. Après Aknou. Après Aknou. Oui. C'est quand vous regardez les clubs qui sont dans la zone nord par rapport à cette deuxième division, c'est qu'il y aura toujours le patron du côté de la zone nord. Parce que Aknou s'est imposé et est venu en première division. Aujourd'hui, c'est Semassi qui est descendu et qui est remonté très rapidement. Mais quand on prend, il y a Semassi, il y a Koroki, il y a Kakadel, il y a US Koza, il y a Fouadan, Dikinti. Ce sont des clubs de première division. Ce sont des clubs de première division, sauf US Koza qui n'est pas un club de première division. Donc, ce sont des clubs de première division qui, au vu de l'organisation, au vu des moyens, se sont malheureusement retrouvés en deuxième division. Mais vous imaginez, il y aura toujours le choc, il y aura toujours le duel quand il y a des rencontres entre ces différentes équipes. Et moi, je dis, le niveau même est bien quand vous prenez les clubs du Nord par rapport aux clubs du Sud. Parce qu'au niveau du Sud, cette année, il y a eu du mieux. Quand vous prenez Maranatha, Agaza, Delomé, même si Agaza a déçu en fin de compte, il y a eu du mieux. Mais quand on veut comparer le niveau des deux zones, le Nord s'impose. Et logiquement, les guerriers de Tchaoudja prennent le trophée. Et Dito a bien résisté, avant de céder à la dernière minute. Oui, mais est-ce que c'est résister? Moi, je crois que les forces n'étaient pas égales. Ça, il faut le reconnaître. Les deux équipes se sont déjà affrontées ici à Lomé, en finale de la Coupe de l'Indépendance. Et largement, les guerriers l'avaient emporté 3-0. Donc, il y avait quand même un avantage psychologique pour l'équipe de Sokodé sur le dynamique togolais. Et il faut dire que quand on prend le jeu de Dito, ce n'est véritablement ça. C'est vrai, physiquement, ça joue. Tactiquement aussi, on essaie de faire quelque chose. Mais techniquement, ça ne répond pas. Et je crois que c'est ce sur quoi Oloufadé a joué. Oloufadé a joué et sait que techniquement, l'équipe-là ne peut pas tenir. Et donc, c'est techniquement qu'il faut gagner ce match. Ce n'est pas physiquement parce que vous allez utiliser la force. Vous allez utiliser la force physique pendant un moment, vous aurez... Mais ça a failli marcher. Parce qu'ils ont pris un but à la 89e minute. Oui, le but là devait venir. Ce n'est pas seulement ce n'était pas seulement la seule occasion de Semassi. Il y a eu des balles sur le montant. J'ai vu l'extrait donc de ce match-là. Semassi a dominé de la tête aux pieds cette rencontre. Ce qui veut dire que Dito comptait beaucoup plus sur sa force physique. Sa force a marché contre les équipes de la zone sud, contre Agaza, contre Maranatha ou contre les autres. Mais ici, il y a eu beaucoup plus de lecture du côté de Oloufadé. Oloufadé sait quel changement il faut faire, quel pion il faut placer, à quel moment et à quel niveau. Il a développé donc dans son analyse ce qu'il a fait. Il a envoyé un deuxième attaquant pivot. Voilà, pour bousculer justement cette défense. Et quand vous voyez un peu le but qui est arrivé, comment est-ce que le but est marqué? Le centre est venu, un centre-tir d'ailleurs, venu de la droite. Et Beko Adri a repoussé la balle dans les pieds de l'attaquant. Et la reprise instantanée, c'était un magnifique but. Parce que là, oui, justement, il y a eu un surnombre des attaquants dans la défense de Dito, et la défense n'était pas là. Ça fait que Ramdan était libre de tout match. Voilà, donc c'était beaucoup plus technique, et c'est ce qui a permis donc à Semassi de l'emporter. Maintenant, moi je dis que Semassi méritait beaucoup plus ce trophée-là quand on voit un tout petit peu le parcours de cette équipe durant cette saison. C'était un peu difficile, c'est vrai qu'au départ ça paraît un peu facile, mais par après ça a été un peu difficile avec la qualification pour les playoffs. Même les playoffs, il a fallu cette finale-là. Donc il faut dire
dit que psychologiquement, Semassi était au-dessus du dynamique togolais. Et dans cette finale, je me dis que la meilleure équipe a tout simplement remporté. Gagné. Et Semassi qui retrouve son public derrière. Et il se dit que la deuxième division a fait du bien à Semassi et son public. Oui, je pense que la deuxième division a redistribué un peu les cartes du côté des guerriers de Tchaoudja parce qu'on était accrochés à l'histoire autour de Semassi et on ne voyait pas le danger venir. Donc, je pense que Semassi, le fait d'avoir joué la deuxième division, bien après la descente en deuxième division, il y a eu des réflexions, il y a eu une prise de conscience du côté des dirigeants et du public, et même du public de Tchaoudja. Donc, il y a eu une prise de conscience qui a fait que même l'enrôlement de Adek Oloufade, c'était dans la logique de jouer, d'espérer de jouer la première division, mais ils sont allés en deuxième division. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que le staff est resté. Oloufade a dit, je suis là pour la première division, ce qui veut dire que je vais travailler pour monter en première division. Et il y a eu ce public-là également qui s'est réveillé et qui a encouragé Semassi jusqu'à la fin. Et j'espère revoir également ce public en première division avec ces mêmes comportements. Éviter les actes de violence et surtout payer les tickets. Parce que moi, je me dis, il paye les tickets. Oui, ce n'est pas qu'il ne paye pas. Je vais finir. Oui, c'est là où l'argent passe qu'il y a un problème. Parce que quand vous prenez Semassi de ce côté, Semassi ne devait pas avoir des arriérés de salaire, ne devait pas avoir de... Parce qu'un match à domicile de Semassi, c'est autour de 2 millions. Minimum. C'est autour de 2 millions, le minimum. Donc, si on fait des recettes comme cela, comment ne pas pouvoir tenir en première ou en deuxième division? On doit tenir. Et donc, ça dit qu'il faut revoir la gestion également. Quand les tickets, d'abord, ceux qui vendent les tickets, qu'est-ce qu'ils donnent à la fin? J'ai parlé de prise de conscience. Ça aussi, il faut qu'ils prennent conscience. Eux également, apparemment, ce n'est pas encore à leur niveau. Il faut également qu'ils prennent conscience. Parce que quand vous vendez les tickets, il faut qu'on sache, vous avez vendu 100 tickets, rendez le montant des 100 tickets. Mais non, avant de vendre les tickets, il y a un deal qui est scellé. C'est-à-dire, vous vendez, vous avez tel montant. On vous donne votre montant. Maintenant, après, ceux qui vont faire le compte final également doivent donner les montants exacts. Parce qu'il faut soutenir le club. Moi, je dis, nos clubs ont des difficultés à cause des moyens financiers. Mais si Semassi a un public, moi j'ai vu le public de Semassi Koroki, j'ai dit, mais normalement, laissez-moi devant s'en sortir avec 3 ou 4 millions de recettes. Et face à Kakad, ce public était plus important. Oui, Kakad, le dernier match, parce que c'était la finale pour monter en première division. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau également pour permettre aux guerriers de Tchaoudja de se maintenir en première division. Prise de conscience, dit-on là aussi, avec l'enrôlement décidé des civils, ça va soulager les militaires. Oui, avant de parler de Dito, vous permettez que je dise quelque chose sur Semassi de Sokodé. Je crois que le problème qu'il y a eu et qui a amené Semassi en deuxième division, c'est que ceux qui dirigeaient l'équipe, les premiers responsables, ont compris que quelque part, il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que je ne peux pas être président de club. Oui, c'est vrai que je sors les moyens, mais qu'en retour, je ne vois pas ce que je devais voir. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'entrée au stade, les tickets. C'est la gestion justement de ces tickets-là qui a amené le problème. Et on dit en Mina, Ayasi, si on a mes hormones. Ça veut dire quoi? Le fait d'être descendu en deuxième division, là, ils ont appris. C'est-à-dire qu'ils ont compris que c'est en allant en deuxième division, ils ont compris que Semassi, en principe, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un adage populaire, oui. Je ne sais pas si la phrase est correcte. On dit à quelque chose, bien quelque part. À quelque chose malheureux. Oui, voilà. C'est pratiquement, c'est pratiquement la même chose. Oui, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est quand Semassi est allé en deuxième division, ils ont compris, il y a danger dans la maison. Il faut véritablement sauver ce qu'on peut sauver. Et c'est là où les cadres ont compris qu'il faut essayer de mettre un bureau digne de ce nom. Parce que les cadres, tout d'abord... Est-ce que le bureau est digne déjà? Non, le bureau n'est pas ce n'est pas digne, mais il y a quand même... en fait, il y a quand même quelqu'un qui est là. Mais je crois qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il y a problème, mais il y a un peu de sérénité. Il y a un peu de sérénité. Les bruits qu'il y avait avant que même Semassi ne tombe en deuxième division, on n'a plus ces bruits-là. C'est vrai que ce n'est pas véritablement ça.
Edwige l'a dit, en principe, ces Massi ne devaient pas souffrir. On ne devait pas parler d'arriérés, on ne devait pas parler pas de primes de match. Ces Massi ne devaient pas, déjà même avec les entrées, ces Massi devaient gagner beaucoup plus. Mais il y a la malhonnêteté donc de certains qui les vendeurs de tickets ont des maisons, mais les joueurs n'ont pas de moto. C'est bizarre. C'est bizarre. Et là aussi, il faut revoir un peu cette situation-là. Je crois que en principe, on parle du stade municipal, ce qui veut dire que c'est la commune de Tchaoudjo 1 qui doit gérer. Si on commence comme ça serait mort. Bon, en réalité, oui, mais sauf que ce terrain, il y a un contrat entre la fédération et les communes. On a vu un peu le problème. Pour l'instant, c'est la fédération qui gère. On a vu un peu le problème entre Ifodje et Tambo et puis la mairie. Je pense que pour changer les choses au niveau des guerriers de Tchad, puisque c'est la première division qui s'annonce, ils peuvent mettre en place signer un partenariat avec une agence. C'est-à-dire signer un partenariat avec une agence pour gérer la billetterie. Vous allez voir que ça va changer. Parce que l'agence doit gagner et Massi doit gagner. Je me rappelle qu'en 2015, il y a eu vente de tickets à 7 millions. Voilà. 7 millions. Quand Massi a joué contre avec l'agence Elite Foot Management. Donc il faut confier la billetterie à une agence qui sera stricte par rapport à la vente des billets. Si c'est Massi le fait ainsi, ça va arranger. Maintenant, quand on prend le Dynamique togolais, je pense qu'ils ont pris conscience parce que quand les militaires ont décidé d'être entre eux militaires pour jouer la première division, nous, au niveau des médias, on le disait que c'est une erreur parce qu'il faut, comment on dit, il faut toujours mélanger parce qu'on a des clubs militaires un peu partout en Afrique et ailleurs. Mais ça n'a jamais été 100% militaire. Mais bizarrement, on ne retrouve même pas certains militaires, même dans les équipes militaires. C'est-à-dire qu'un militaire peut aller jouer pour un club civil et un civil peut venir jouer pour un club. Et c'est ce qui se faisait. Voilà. Maintenant, il y a des clubs même à l'extérieur, même vous n'allez pas voir les militaires. C'est leur club, oui, mais c'est dans l'administration que vous verrez des militaires. Mais au niveau des joueurs, ce sont des civils. Maintenant, ils ont compris que s'ils continuent comme cela, ils vont redescendre encore. Ils vont redescendre. Parce que quand moi j'ai vu le système du Dynamique togolais, ça a été toujours physique. Mais attendez, si vous... Le corps ne peut pas être solide jusqu'à un moment donné. Et puis, c'est parce que dans la zone sud, les équipes n'ont pas su lire correctement, mais je vais dire, les staffs n'ont pas réussi à lire le jeu du Dynamique togolais. Le premier match, le match aller de play-off face à Gaza, je le disais, poser le ballon, jouer, vous allez voir que vous allez dominer. Gaza contre US Koza, je dis à Gaza, Dito contre US Koza, Dito aura tous les problèmes. Hein. Ben, je vous jure, même ces jeunes de US Koza. Même chez DFA Kounou. Oui, même à Kounou, Donc, voilà. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi, donc il faut revenir à l'ancien système, c'est une bonne chose. Une bonne chose, toujours à l'écoute de Radio Djena, on va évoquer justement ces sélections nationales avec des staffs qui stagnent depuis des années avec les mêmes résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être essayer de remobiliser la troupe, peut-être envoyer le sélectionneur U17 à U20, envoyer U20 à U17, envoyer tel à tel? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de changer quelque chose, Grégoire Attignon? Qu'est-ce qu'on va changer? Tel que vous le proposez, on aura les mêmes résultats. Non, mais si on envoie Grégoire à Radio Djena, peut-être on envoie Marius à Nana FM, peut-être ça peut essayer de changer quelque chose. Latif, oui, vous parlez des staffs. Vous parlez des staffs, mais comment est-ce que ces staffs-là ont été mis en place? Et quel objectif assigne-t-on véritablement à ces staffs-là? Parce que déjà, quand un staff reste en place plus de 4 ou 5 ans, mais avec les mêmes résultats, je me dis qu'on se contente peut-être des résultats que ces staffs-là amènent. Quand on prend les U20, tout d'abord, qui sont revenus donc d'une compétition, écoutez, je n'ai rien contre Ametokodo maintenant, mais il est là-bas, ça fait des années. Depuis que Nienis et Babi, et puis après à Ivy, il y a eu Nienis et Babi, ensuite il y a eu Jonas. Depuis le départ de Jonas, Ametokodo est arrivé, c'est le même résultat. On va, on revient, on va, on revient. On ne gagne rien, même pas un match, on ne gagne pas. C'est la même chose toutes les années, parce que le tournoi de l'UFOA, c'est tous les ans.
On joue tous les ans, mais on revient avec le même résultat. Donc c'est lui qui a plus duré. Oui, c'est lui qui a plus duré. Il a plus duré que qui, Grégoire? Mais attends, combien d'années Jonas Komla a fait avant qu'il ne vienne? Combien d'années Nieni Sebabi a fait là-bas avant qu'il ne vienne? Voilà, on a commencé cette tournoi de l'UFOA. Ce n'est pas la seule sélection. Je ne parle pas seulement de la seule sélection. Voilà. Je parle il a eu de longévité plus que quel sélectionneur? Non, c'est ma question. En fait. Et Ameto Kodo fait pratiquement la même année que Maurice Nosouji avec les U17. Je dirais qu'ils sont arrivés au même moment, ils ont été nommés au même moment et ils ont le même résultat. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème d'Ameto Kodo. Non, je dis que je n'ai rien contre Ameto Kodo, mais c'est le résultat. C'est un exemple que vous avez pris. Voilà, le résultat ne vient pas. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais suggérer, c'est de tout changer. Peut-être l'envoyer à... Il faut tout bouleverser. Ce n'est pas le fait de l'envoyer... Ce n'est pas le fait de l'envoyer quelque part. Il faut le chasser. Il faut tout changer. D'ailleurs, même, il y a quand même aujourd'hui des contraintes au niveau de la Confédération africaine de football. Lesquelles? Pour être à la tête de ces sélections, il faut avoir un niveau de diplôme. Il faut avoir un niveau. Nos sélections n'ont pas de niveau. Aujourd'hui, sincèrement, si le Togo se qualifie pour certaines compétitions, ce sera difficile d'avoir un sélectionneur sur le banc parce que les entraîneurs que nous avons n'ont pas ces diplômes-là. On parle de la CAF-A. On parle de la CAF-A. Mais si tu n'as pas la CAF-A, quel entraîneur togolais a aujourd'hui la CAF-A? Et pourtant, ils sont là. Oui, mais c'est parce qu'ils participent, c'est parce que le Togo se limite au tournoi zonal. Et peut-être qu'ils sont recrutés pour ça, pour ces tournois zonaux. Moi, je pense que si on veut faire vraiment du football des jeunes, ce ne sont pas ces staffs-là qu'on va mettre en place parce que quand vous voyez dans les autres pays, dans les expériences connues, ce n'est pas tous les entraîneurs qui sont bons pour des sélections de jeunes. Tous les entraîneurs ne sont pas faits pour les sélections de jeunes. Il y a des entraîneurs qui ont reçu cette formation-là d'accompagner les jeunes, d'être avec les jeunes, de les former, de les amener loin. Par exemple, Claude Leroy ne peut pas être... Non. Voilà, sélectionneur vous voyez, 17, donc, par exemple. parfois, quand vous suivez les séances de nos sélections de jeunes, vous vous demandez, mais il faut vraiment des gens qui ont reçu cette formation-là d'être avec les jeunes. Ce qui va faire que nos jeunes, en venant en sélection, vont progresser aussi. Parce que quand vous arrivez en sélection, c'est pour progresser. C'est parce que vous êtes meilleur, vous êtes bon, on vous a connu, vous êtes bon, mais vous apprenez aussi en étant en sélection parce qu'il y a des choses qui se font. Mais aujourd'hui, nos entraîneurs sont plus avec les seniors que les jeunes. Mais on met ces entraîneurs qui travaillent avec les seniors, qui sont habitués au produit final, c'est-à-dire qu'au produit fini, le produit consommable. L'entraîneur lui dit, moi j'ai besoin d'un attaquant pour me marquer des buts. Il faut amener quelqu'un qui est fini, qui sait marquer des buts. Mais quand vous mettez cet entraîneur-là à la tête d'une sélection de jeunes, où les jeunes ont besoin qu'on dise aux jeunes, voilà le système mis en place, voilà ta position, voilà comment tu dois te déplacer. Quand il y a contre-attaque, voilà la réaction que tu dois avoir, comment tu dois replier en défense, toi le gardien, tes sorties, tes lectures. Mais vous avez fait l'entraîneur? Le journalisme nous permet de faire tout ça. Donc, si vous n'avez pas ce bagage, vous n'avez pas cette patience-là avec les jeunes, vous n'allez jamais réussir avec ces jeunes-là. Je suis désolée, on aura toujours les mêmes résultats si on continue avec ces staffs. Et moi, je pense que la fédération doit changer. Changer tout les staffs des catégories, les changer, amener des staffs qui sont dans cette logique-là. Vous avez qui? Bon, je pense que quand vous prenez par rapport aux jeunes, je sais qu'il y a l'encadreur de Adi Sport, celui qui était venu en tout temps avec les U23. Traoré Afizou, qui est encadreur de jeunes. Je sais qui vient d'avoir son diplôme UEFA Pro. Je sais qu'il a travaillé beaucoup avec les jeunes. Bien sûr. Il est dans la formation. Dans la formation. Et donc, par exemple, c'est un atout. Maintenant, quand vous prenez Jonas Kakou comme là, il a travaillé avec plusieurs sélections de jeunes. Oui. C'est aussi un atout. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec plusieurs sélections de jeunes avant d'attaquer avec les seniors. Donc, il a déjà le background d'accompagnement des équipes de jeunes. Et il sait comment s'y prendre. C'est aussi un atout. Donc, il y a ces profils, on n'en a pas assez, mais il y a ces quelques profils-là
qui peuvent aider. Mais au-delà de tout, si vous pensez que vous ne pouvez pas vous prendre ces profils pour l'instant et que vous voulez être dans la continuité, ce qui veut dire participer au tournoi zonaux, et puis après, si vous sortez, vous allez chercher ceux qui ont les diplômes pour venir rester là-bas. Prenez les entraîneurs qui sont au niveau des centres de formation, qui aussi ont ce background. Je ne sais pas si vous comprenez là. Eux, ils vont tenir ces sélections-là. Et quand les sélections vont se qualifier pour des compétitions continentales, là, on dit, ici, on a besoin d'un entraîneur qui a le diplôme. Maintenant, il faut faire appel à ces personnes qu'on connaît déjà, qui ont son diplôme pour venir être principal. Toi qui es déjà à la tête, tu deviens adjoint. Moi, je pense qu'à un moment donné, on apprend ainsi. Et celui Votre qui développement me rappelle justement un des exposés de Agoulou Rachid, le Togolais qui est en Allemagne. Et celui le qui, jeune frère oui, de Feu Agoulou Anani. Et celui qui est à la tête de qui devient adjoint apprend aux côtés de celui qui est déjà expérimenté, qui a connu certaines sélections, qui a connu les équipes de jeunes. Et aussi lui, ça lui permet aussi d'aller à l'école en même temps et de se former pour participer à ces formations de la CAF pour avoir donc, aussi son diplôme. Donc, il y a nécessité de remis-ménage. Remis-ménage. Oui, il n'y a rien à dire. Il faut forcément ça. Le dernier sujet, que devient le projet de professionnalisation dans les armoires annoncé, énoncé, quoi encore, quel adjectif désannoncé? Non, ça n'a pas été désannoncé. Ça devient quoi? Ça devient dans les armoires. Amorcé, annoncé, débuté ou comment? C'est resté dans les armoires. C'est resté finalement dans les oubliettes. Donc, le Togo va rejouer en mode amateurisme ou bien mode amateur. Vous pensez, donc pour vous, la saison prochaine, on va jouer la professionnalisation? Avec quoi? Il faut faire des assises nationales avant de commencer par jouer. Non, mais il y a des préalables, Latif. Il y a des préalables. Est-ce que le Togo, on ne fait pas des assises? Pas franchi certains paliers? Non. Par exemple, les clubs ont été Est-ce que l'État est disposé aujourd'hui, l'État est prêt aujourd'hui à subventionner, à prendre en charge ces championnats professionnels? Est-ce que l'État vous a dit qu'il n'a pas l'argent pour cela? L'État a l'argent où? Depuis qu'ils ont décrété ce championnat professionnel, ou bien la professionnalisation du sport togolais, là, qu'est-ce que l'État a déjà fait? Ils ont forcé les gens à essayer de de faire quelque chose. Oui, je crois que c'est une bonne chose. Ils les ont amenés ou ils les ont forcés? Oui, je crois que c'est bien. Il faut quand même commencer quelque part. Mais on commence et on a trébuché. Et c'est là où on a trébuché, on est resté là-bas jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on va encore parler du championnat professionnel? Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand la fédération parle de licence, club et autres, là, c'est par rapport aux compétitions sur le continent. Parce que les clubs là, qui doivent représenter le Togo sur l'échiquier continental doivent obligatoirement avoir ces licences-là, doivent avoir les différentes catégories. Mais ce sont des démarches professionnelles. Oui, ce sont des démarches professionnelles. Mais on ne joue pas. Sous, sinon, on ne joue pas. Est-ce que tous les clubs possèdent leur infrastructure? Non. L'État a lancé un chantier. Les chantier? Pelouses sont en chantier. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que ce n'est pas suffisant parce que amorcer le professionnalisme, ce n'est pas seulement les pelouses. Oui, les pelouses, mais quand vous prenez... il y a quel club de première division à Moublo? Je ne sais pas, il n'y en a pas. Bon, depuis que le Togo est Togo, il n'y a jamais eu... Non, sinon, il y a eu un club qui a joué un match. Non, pas un match. Bon, combien de matchs ils ont joué? Non, ce n'est pas un match. Ils ont joué combien Ils ont joué des matchs avant de démissionner. Si je vais être précis, ils ont joué un premier match, ils ont eu 7-0. Et ils ont joué un deuxième match et ils ont signé forfait. 2 matchs. Mais je pense qu'il y a des préalables. D'abord, la création des entreprises sportives. Dans quelle catégorie on classe ces entreprises sportives? Il faut revoir cet aspect. Est-ce qu'ils seront gérés comme les entreprises classiques qu'on connaît? Il faut revoir ça. Est-ce que c'est intégré à la loi de finances? Ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que il faut revoir. Il y a cette réforme-là à faire aussi du côté de l'administration, du côté du gouvernement. Après ça, on parle des infrastructures. Oui, il y a des pelouses qui sont en train de se faire. On peut jouer sur des pelouses. Mais est-ce que les clubs, par exemple, combien de clubs ont leur siège dignement installé, construit? Il y a Agaza qui a un siège. Il y a ASCO qui a un siège, ASCK qui a un siège. Bon, Agaza, moi, je parle de la première division. ASCO a un siège loué.
Oui, mais c'est un siège. ACK. Attends, que ça soit loué ou pas, c'est un siège. Moi, je prends la première division. Gaza a un siège construit. Oui. Voilà. C'est une précision. En temps d'un siège. Oui. Loué aussi. Ce n'est pas... C'est-à-dire que parle de sièges construits. Quand vous prenez, que ce soit loué ou construit, ce sont des sièges. Et ils peuvent prendre un immeuble et puis... Maintenant, dans ce cas, tout le monde a des sièges. En première division, combien de clubs? Barracuda n'a pas de siège. Leur siège est où? C'est-à-dire quand vous prenez le siège de l'OTR est où? C'est-à-dire que ce n'est pas l'administration, on ne parle pas d'aller à l'OTR là où on va payer nos fiscs et tout ça. Non. C'est pour dire, il faut d'abord ça. Combien de clubs ont des sièges et qui sont bien installés? Quand on prend la gestion administrative, dans l'administration, quels sont les clubs, vous pouvez me dire, qui sont bien organisés? Qui ont une bonne administration, bien installée, bien là, et quand vous savez que vous avez... Quoi qu'on dise, il y a ACK qui a son terrain, qui a tout. Non, oui, moi j'ai cité ACK tout à l'heure, j'ai cité ACK et c'est fini. Il y a Maranatha qui a son terrain. Je parle de la D1. Oh, d'accord. Je parle de la D1. Donc en D1, il y a ACK. C'est tout. Mais on fait quoi? On joue avec ACK seul? Maintenant, au-delà de ça, il y a la Ligue qui doit gérer cette professionnalisation. On en est où avec cette Ligue? Donc, si vous avez des réponses à toutes ces questions, c'est que c'est amorcé ou c'est désamorcé. Voilà. Mais est-ce qu'il faut avoir tout avant de commencer? On ne va pas avoir tout. On ne dit pas d'avoir tout avant de commencer, mais il faut avoir quand même le minimum pour quand même démarrer. Je crois que oui, il y a eu la démarche. Il y a eu cette volonté-là d'aller à cette professionnalisation. Mais ce n'est pas suffisant. Et ça ne peut pas se permettre aujourd'hui de démarrer ce championnat-là, ce championnat professionnel. Elle a déjà cité beaucoup de choses. Si l'État dit, Grégoire, oui. en septembre, voici l'argent, la fédération peut jouer ou pas? Mais la fédération doit mettre en place la ligue. Ce n'est pas la fédération d'organiser ce championnat professionnel. C'est une ligue professionnelle. Il faut que la ligue soit installée. C'est à la fédération de mettre la ligue. Et le budget de la mise en place de la ligue doit être débloqué par l'État. L'État, oui. C'est pourquoi je dis, si l'État dit, voici votre argent, vous pouvez jouer ou pas. Il faut aller à la mise en place de la ligue. Mais il ne faut pas mettre 2 ans pour le faire. Ben ça veut dire qu'il y a des responsabilités partagées. Voilà pourquoi je dis, si vous avez des réponses à toutes les questions, sur le plan financier, est-ce que l'État est prêt à donner les financements pour que la professionnalisation se joue? Tout le monde paie les impôts, ça veut dire que l'État doit avoir l'argent. C'est pourquoi je dis, si on a les réponses à toutes ces questions, on saura si c'est amorcé ou c'est désamorcé. Le président de cette commission-là qui a organisé, qui a géré ce côté professionnel, Maître Wilson, allez lui poser la question, le dossier se trouve à quel niveau? Bon, moi, ce que moi, l'État, que le président d'une commission. Oui, justement. Voilà. Latif, moi, je crois qu'aujourd'hui même, il y a des gens qui sont contents qu'il n'y ait pas cette ligue-là, parce qu'il y a le championnat qui est organisé. Et c'est toujours la fédération qui organise ce championnat-là. On va en rester là. Vous étiez très inspiré ce matin. Merci pour les contributions, les analyses. Merci à Edwige Digwadi, à Pédo. Merci à Grégoire Poco. C'était un plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous forcément pour Sport Plus le mercredi prochain. Mais n'oubliez pas, le MAC des sports qui vous retrouve vendredi à 10h. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 20000.